Tania de Montaigne nous lance un défi, cesser de croire que les Noirs existent. Bonjour Tania de Montaigne. Bonjour. Alors, vous écrivez tout au début de ce livre, L'assignation, les Noirs n'existent pas, que c'est un entretien avec une journaliste en 2016 qui vous a donné l'envie de l'écrire. Vous étiez interrogée en tant que femme noire. C'est ça qui vous a... Oui, c'est-à-dire que déjà la question avait l'air cruciale, mais j'étais pas au courant, donc, parce qu'elle m'interrogeait quand même sur les cheveux d'une chanteuse américaine qui s'était fait des tresses que l'on dit africaines. Et donc elle supposait, enfin son appel me faisait comprendre plein de choses. La première chose, c'est que je comprenais à sa voix et aux guillemets qu'il y avait dans la voix qu'elle était blanche et qu'elle voulait que je sache qu'elle comprenait bien que ce domaine ne pouvait être que le mien, puisqu'on parlait de tresses africaines, donc évidemment... Donc puisque j'étais noire, j'avais un spécialiste. Voilà. Je devais faire partie du comité des cheveux africains. Et donc il y avait cette idée-là, et que j'avais forcément un avis, et que j'étais forcément au courant déjà, parce qu'elle m'appelait comme si vraiment c'était une nouvelle énorme. Voilà. Et donc je me suis dit, alors il y a quelque chose à essayer de travailler, parce que je voyais bien que c'était une marque de profond respect de me parler en tant que noire, et j'entendais bien qu'il y avait une majuscule dans ce noir, puisqu'il ne s'agissait pas de ma couleur de peau, mais il s'agissait d'un groupe dans lequel je serais censée être incluse et pour lequel je serais censée parler surtout. Et donc vous vous posez cette question à plusieurs reprises d'ailleurs dans ce livre. Qu'est-ce qu'une noire? Ça veut dire quoi être noir avec un N majuscule? En fait, ce qui m'intéressait, c'est que la majuscule, parce que le défi du livre, il est sur les majuscules, c'est-à-dire c'est les noirs et puis c'est tous les êtres qu'on met en majuscule, donc jaune, femmes, juifs, musulmans. Les juifs, les musulmans, les noirs. Tutsi, enfin c'est tout ce moment où en fait on crée une identité, donc on crée l'idée que quelqu'un fonctionne en fonction d'une typologie élaborée, et donc vous n'avez plus besoin de rencontrer cette personne, il suffit juste qu'on vous dise de quel groupe elle est, vous savez, donc ça va plus vite. On peut dire que c'est un livre aussi sur le racisme au quotidien. Oui, en fait, c'est surtout un livre sur comment nous sommes chacun habités par une façon de voir le monde qui nous traverse sans que nous le sachions, puisque c'est pas de l'ordre de la pensée. C'est ça qui était intéressant aussi à essayer de réfléchir dans le livre, c'est qu'en fait, tout le monde est travaillé par ce racisme. Il n'y a pas des gens vertueux qu'on aurait identifiés et qui seraient des victimes comme ça, et puis d'autres qui seraient trop méchants et qu'on pourrait identifier facilement. C'est que tout le monde, je mets au défi tout le monde a été traversé à un moment ou à un autre par une pensée comme ça, une évidence. Et si, en fait, on n'admet pas que ça nous appartient à tous, ces préjugés, alors on ne peut pas avancer. Et c'est bien plus intéressant de ne pas vouloir être un être vertueux qui serait jamais raciste. C'est plus intéressant de se voir faire des choses étranges et de se dire, tiens, c'est un peu bizarre ce que je pense. Par exemple, il y a plusieurs histoires absolument sidérantes. L'histoire du velcro sur l'appui-tête, par exemple. Vous pouvez nous raconter ça? En fait, ça, c'est un peu particulier parce que c'est une histoire drôle, en fait. Donc, visiblement, ça a l'air... En même temps qui vous... C'est-à-dire, moi, vraiment, ça m'a jamais fait rire, mais c'était présenté comme une histoire extrêmement drôle à l'époque. Et c'était très étrange pour moi parce que ça appartenait aussi à tout un temps où cette histoire-là, elle venait aussi en même temps que les sketchs de Michel Leb qui faisaient rire beaucoup de gens. Vous parlez, oui. Il imitait le noir avec la majuscule. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qui l'imitait du noir, en fait, c'est ce qu'on pouvait dire du noir 4 siècles avant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes tous travaillés par des choses qui sont très anciennes. Alors là, je parle de la couleur, mais par exemple, si on réfléchit au genre, ce qui nous travaille sur la question du genre et ce que MeToo est venu chercher chez nous, c'est une organisation patriarcale qui date du Paléolithique. Donc, en fait, quand nous sommes à des moments en train de nous dire, oui, mais les femmes, c'est vrai que j'invente rien, c'est leur nature. C'est ça qui est très intéressant. C'est que ce soit la couleur ou le sexe, on est toujours dans l'idée que ce qu'on dit, on le dit parce que les gens sont comme ils sont par nature. On ne veut pas du tout voir, parce que c'est pas organisé comme ça, qu'en fait, ça n'est que de la culture. Culture, c'est vraiment... C'est tous les clichés qui circulent sur les Noirs. Vous en évoquez plein. Oui, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est les Noirs et les autres. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de déplier, à partir de ce qui est mon expérience personnelle, d'essayer toujours de raccorder... Le regard qu'on porte sur vous. Voilà, sur moi. Mais si on commence à regarder comment ça s'organise, comment, par exemple, on invente le Tutsi, ça, c'est très intéressant, avec la majuscule. Parce qu'a priori, là, on pourrait se dire, un Tutsi, un Hutu,
surtout, il n'y a pas d'histoire de couleur. Oui. Donc le Tutsi, on dit, c'est un Africain en général. Pour en fait le Rwanda, le moment où on invente le Tutsi, pour inventer quelqu'un, pour inventer une identité, quand on a la même couleur, c'est exactement ce qui s'est produit aussi quand on invente le juif avec une majuscule. C'est-à-dire il faut produire une différence, puisqu'a priori on ne la voit pas. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que pour le juif et le Tutsi, c'est le nez. Et donc d'un coup, ça devient évident pour tout le monde qu'un Tutsi, c'est très différent, c'est une personne très différente avec un nez très différent, de la même façon que le juif avec la majuscule, il a un nez, mais oui, vous avez un nez quand même. Et en fait, ça devient même pour le Tutsi quelque chose d'évident. Et donc, quand on lit les comptes rendus sur le génocide, il y avait ce témoignage qui était bouleversant de cette femme Tutsi qui d'un coup va voir sa voisine Hutu en lui disant « Est-ce que tu peux me casser le nez ?» pour ne pas qu'il voit que je suis Tutsi. Et donc, c'est ça, c'est qu'en fait, cette élaboration, elle vaut pour tout. C'est vraiment comment on invente une identité. Comme vous le dites quelque part, quand il suffit de regarder quelqu'un pour savoir ou croire savoir qui il est et d'où il vient. C'est là que commence le racisme. Oui, mais c'est là à la fois qu'il commence et qu'il finit. C'est ça qui est particulier avec le racisme, c'est qu'une fois que vous avez inventé une nature, parce que quand on dit... On crée la race avec un grand R et ça... Oui, ça mais enfin, avec un grand ou un petit, de toute façon, ce qu'on veut dire, c'est qu'une personne... Si je regarde une personne et elle est noire, eh bien, elle fonctionne comme une noire, parce que sa nature, c'est d'être noire. Donc, ça veut dire qu'elle n'a jamais de culture. C'est-à-dire que moi, par exemple, même si ça fait 5 siècles que je suis française, puisque je suis noire, eh ben forcément, en fait, je suis africaine. Mais on ne sait pas d'où, hein, parce que le principe du noir, c'est l'Afrique en général, il n'y a pas de pays... On continue d'ailleurs, vous en parlez dans le livre, régulièrement, vous demandez d'où vous venez, toujours. Quelles sont vos origines. Mais oui, et parfois, c'est très positif, les gens qui me demandent mes origines, ils sont très contents pour moi. Comment vous pouvez avoir un nom à consonance française, en plus Montaigne? Oui, c'est sûr que là, c'est provoquant. Là, on se dit, qu'est-ce qu'elle fait, cette noire, avec ce nom-là? Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors vous parlez de tous ces clichés. Le noir court vite, il saute haut, il danse bien, tout ça, on les a tous fait, ceux-là. En fait, vraiment, tout le monde a cette idée que, les noirs et tout ça. Alors, il y a plein de raisons, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur la question du noir qui court vite, eh bien, en fait, jusqu'au milieu du XXe siècle, le noir, pour tout le monde, c'est évident qu'il court pas vite du tout, parce qu'il est noir. Et donc, il a un muscle qui ne permet pas de courir, il peut pas sauter non plus, donc il peut pas jouer au basket, enfin. Donc, c'est évident pour tout le monde. Et puis, Jesse Owens gagne les Jeux Olympiques. Et donc là, ça se renverse, mais avec la même idée. C'est-à-dire qu'en fait, les noirs courent vite parce qu'ils sont noirs. Donc, de nouveau, on repart. Et là, aujourd'hui, c'est la grande théorie. Ce qui fait que quand il y a un blanc dans une course au milieu de noirs, tout le monde est là en disant « Mais sinon, c'est dingue. » Tout le monde trouve que c'est insensé, quoi. Et on ne se dit pas que, par exemple, sur la ligne de départ, même si les gens sont de la même couleur, peut-être c'est des gens très singuliers et que si on mettait n'importe quel noir sur cette ligne de départ, ils courraient peut-être pas bien. Le racisme, c'est une réponse à la peur, non? En tout cas, c'est une réponse à ce qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que si, par exemple, on accepte de jouer le jeu du livre et donc de ne plus croire à cette majuscule, il va falloir accepter que quand on voit quelqu'un, on ne peut pas savoir ni d'où il est, ni qui il est. Et ça, c'est vertigineux. Mais je crois que c'est un beau défi. Alors, vous parlez aussi des communautaristes, ceux qui tentent le repli sur la communauté, sur l'entre-soi. C'est un piège, d'après vous? Je pense qu'en tout cas, puisque ça utilise le même vocabulaire qu'un nationaliste, c'est-à-dire que dans les deux cas, vous pensez qu'il y a des groupes existants. Et donc, quand vous êtes communautariste, vous dites, eh bien, puisque vous me rejetez, moi, en fait, je vais prendre ce que vous dites de mon groupe, parce qu'il faut bien le définir, ce groupe. Donc, je vais être avec mon groupe, et en fait, je serai le seul à pouvoir dire que ce groupe existe. Vous n'avez pas le droit, puisque vous n'en faites pas partie. Et je vais me préserver de votre violence en créant un sanctuaire, en fait, avec des choses, mais qui sont la même définition que pourrait dire un esclavagiste si on parle des Noirs ou un nazi si on parle des Juifs, c'est-à-dire de définir un enclos dans lequel je serais le seul à pouvoir fonctionner. Mais est-ce que ceux-là, ils ne seraient pas tentés de dire, en fait, Tatiana Montaigne, en fait, elle voudrait être blanche? Non, parce que... Elle rejette d'une certaine manière sa couleur noire ou ça. Ah non, parce que moi, je dis que les Noirs sans majuscule, ils existent. Moi, je sais très bien que j'ai une couleur de peau particulière. La seule chose que je dis, c'est que ma couleur de peau ne dit pas qui je suis. Et qu'entre Michelle Obama et une migrante érythréenne, il n'y a aucun lien, si ce n'est la couleur. C'est pas la même chose. Entre avoir de l'argent et ne pas en avoir, c'est pas la même chose. Avoir des papiers, ne pas en avoir, c'est pas la même chose. Parler la langue d'un pays ou ne pas la parler, c'est pas la même chose. Et ça n'est pas une histoire de couleur. Donc je pense qu'il y a plus de liens entre un migrant syrien, un migrant érythréen, un migrant afghan, que entre Michelle Obama et une migrante érythréenne. Alors vous évoquez aussi entre les lignes, pas entre les lignes, carrément l'esclavage. Vous dites
vos arrière-grands-parents, ces êtres considérés comme des meubles, parce qu'un noir, c'est un meuble, c'était un meuble qui appartenait à un maître. Ce temps lointain, pour moi, reste proche, reste présent. En tout cas, c'est pas qu'il est proche pour moi, mais c'est que c'est à ça que ramène le racisme. Ouais. C'est-à-dire que le racisme me dit perpétuellement, quand on me demande mes origines, ce qu'on vient dire, c'est qu'en fait, même si ça fait 5 siècles que je suis française, en fait, je ne pourrais jamais être française, puisque je suis un être de nature et pas un être de culture. Ouais. Donc, en fait, je serais toujours ramenée à 5 siècles en arrière. Moi, je n'ai pas le droit d'être d'un lieu. Mais de la même façon qu'un juif n'a pas le droit d'être d'un lieu, c'est bien ce qu'ont dit les nazis. Ils ont dit, vous avez cru que vous étiez allemand ou polonais. Mais non, pas du tout, vous êtes juif, avec la majuscule. Donc, vous n'êtes pas d'ici. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que dès qu'on met une majuscule, on interdit le mouvement. Et moi, je pense que maintenant, pour qu'on puisse réfléchir justement réellement au racisme, de la même façon qu'on puisse réfléchir à la question de la misogynie et du genre, il va nous falloir admettre que nous ne pouvons pas fonctionner avec des groupes et des définitions qui relèvent de catégorisations très ancienne et très archaïque en fait. Donc maintenant, on va être obligé de penser. Et donc on va être obligé de se dire, bien, c'est pas parce que je suis un homme et ou que je suis une femme que la question de savoir quelle place auront les femmes dans la société n'est pas c'est la question de tout le monde. Ouais, alors, et pareil pour la question de la couleur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura fait l'effort d'admettre qu'une personne ne peut pas être définie par simplement sa couleur de peau, mais que je suis obligée de la connaître, ça veut dire qu'on va arrêter aussi d'avoir des nationalistes qui fleurissent sur cette idée que n'est français, par exemple, qu'une personne blanche et catholique. Mais parce que l'identité française, mais depuis très longtemps, puisque moi je suis française depuis 5 siècles, donc ça veut dire que depuis très longtemps, cette identité française n'a pas été fondée sur cette question ni de la couleur, ni de la religion. C'est un mythe. Tania Montaigne, j'imagine que vous soutenez l'initiative d'Aïssa Maïga et d'autres artistes à qui ont signé le collectif Noir n'est pas mon métier. Ça rejoint, qui réclame donc plus de rôles pour les femmes noires dans le cinéma alors moi, français. Ce qu'il y a, c'est que je vais plus loin, parce que moi, je pense que c'est pas tellement pour les femmes noires qu'il faut plus de rôles, c'est pour tout le monde. Ouais. Donc ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait de tout, partout. Voilà, ça va être intéressant. Quoi qu'il y ait plus de rôles pour les femmes, tout simplement. Non. Noir, jaune, verte, rouge, il faut qu'il y ait de tout partout. Donc voilà. Vraiment, les noirs avec un N majuscule n'existent pas. Non, du tout. Merci Tania Montaigne. En tout cas, c'est un livre qui donne à réfléchir. Bon, c'était ça le but. Qui renvoie beaucoup de clichés que parfois on a en soi. Ben oui, on les a tous, hein, donc vraiment, sentez-vous à l'aise. Donc l'assignation, je me sens tout à fait à l'aise chez Grasset. Merci beaucoup. C'est moi, merci beaucoup.